Bien, bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de la culture générale et plus spécialement de la culture sociétale, nous allons aborder donc par rapport à notre site de culture sociétale, le module des relations internationales. Nous allons plonger dedans. Voici une citation qu'il est bon d'avoir de Bill Gates en 2012. Il est sain qu'une partie des hommes politiques ait l'expérience du monde des affaires. Et voilà une opinion qui mérite d'être retenue. Ouais, il y a certainement peu d'hommes politiques qui ont cette expérience-là. Alors, dans le module Relations internationales, il y a divers programmes. Et il y en a un qui est consacré à l'Inde. Pour ces pays et pour cette force qu'est la religion, on pourra se reporter donc au module société, aussi chapitre religion, bouddhisme, islam, etc. Où il y a d'autres sujets contingents. Voilà. Donc là, nous sommes à l'Inde. De Nehru, le grand homme politique, 1944, l'Inde est un mythe, une idée, un rêve et une vision. C'est une pensée profonde, un mythe, un rêve, une vision. En tout cas, ce n'est pas une réalité. Nehru. Alexis de Tocqueville. La patrie pour eux, c'est la caste. Tout le monde sait que l'Inde est ordonnée en caste, avec les fameux intouchables. Et bien Alexis de Tocqueville, grand penseur français de 1800 et quelques, voilà. La patrie pour eux, c'est la caste. Alors, voici notre plan. Il y aura des généralités. On va traiter de personnages. On va traiter de la société, quelques notions économiques et quelques notions internationales. Et il y aura un chapitre 2 en annexe en quelque sorte, des notes sur la Nouvelle-Guinée-Papouasie, donc c'est pas strictement sur l'Inde, puisque le titre général c'est Inde et proximité. Hein. Voilà, tout est logique là. Commençons par généralité. Il va y avoir des fondamentaux et un politologue hindou. Voici l'Inde, la Chine, avec des contentieux sur la frontière, le Pakistan, l'Inde s'est beaucoup battue contre le Pakistan, etc. Bon. Vocabulaire, dans le paragraphe premier, d'abord, vocabulaire hindou. Le mot hindou d'origine persane a été utilisé par les envahisseurs musulmans pour désigner ceux qui habitaient au-delà de l'Indus. Indus, donc, les envahisseurs venus du nord, ceux qui habitaient au-delà de l'Indus. Hindou. Voilà l'origine, c'est original. Bibliographie, pour ceux qui voudraient en découvrir plus. Par exemple, un classique, La découverte de l'Inde, Philippe Piquier, voilà. Ou Amartya Sen, prix Nobel d'économie, L'Inde, l'histoire, culture et identité, en 2007. Et d'autres livres, toujours sur l'Inde, voilà. Il y a beaucoup de livres, évidemment, mais en voilà quelques-uns qui suffisent abondamment à illustrer. Un seul suffira. Donc aussi Christophe Jaffrelot, l'Inde, l'envers de la puissance, inégalité. Ouais. On peut être puissant mais avoir un état inégalitaire et les révoltes.
Voilà, aussi. Donc voici encore des références. Faites votre choix si vous voulez approfondir. Les castes. D'abord, avant la colonisation, l'Inde était divisée en principautés organisées en castes. Voilà des représentants des castes. Et Tocqueville dit « La caste est le monde de celui qui en fait partie ». C'est le monde, c'est un monde, son cadre depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Voilà. J'ai déjà cité, c'est une vaste pensée dont je l'ai placée au début, celle-là. Hein. Et voici Tocqueville, et son château de famille. Voilà. Religion. Notion sommaire mais suffisante. Le Rig Veda est un des 4 grands textes canoniques de l'hindouisme. Ça ne manque pas de livres aussi sur le Rig Veda. Voilà. Les brahmanes sont la plus haute caste, les religieux. Les voilà en train de méditer. C'est surtout des hommes, apparemment. Rig Veda. Intégration. Traditionnellement, l'identité indienne dépasse les religions et les intègre. Même si on a vu avec Nehru que c'est un rêve, eh bien, ça a des répercussions concrètes. Mais elle ne se définit pas. Voilà. L'identité indienne ne se définit pas. Mais elle dépasse les religions. Et de ce fait, elle intègre les gens à la nation indienne. Même les Huns, Attila, ont été intégrés. Je cite Attila parce que vous savez bien pourquoi. Voilà. Les invasions, quoi. Mais les musulmans, eux, résistent. Oui, ils résistent à l'intégration. Évolution moderne. Le nationalisme monte. Le nationalisme hindou qui a tendance à se dresser contre les autres religions. Au nom de la protection de la vache, on tue des musulmans. Voilà la vache. On tue les musulmans. Les musulmans sont quand même la 3e population du pays. Le problème, l'éternel problème des minorités importantes. Et forcément, au Parlement, ils sont sous-représentés pour éviter une influence. Sur cette vue, des réfugiés musulmans refoulés, rejetés donc par l'armée. Voilà. Donc voici une évolution récente, surtout contre les musulmans. Trois idées de l'Inde. L'hindouisme est une religion et une culture. Bon, une religion et une culture. Toute religion est une forme de culture aussi. Bon. Gandhi, pareillement pour la religion, mais la morale est hétéroclite et englobe aussi le christianisme. Gandhi avait entretenu des relations avec l'écrivain russe Tolstoï, orthodoxe, Tolstoï, chrétien, orthodoxe. Et donc, voilà, l'ouverture d'esprit. Nehru, moins de religion, plus de science. Nehru, c'était un homme plutôt rationaliste. Voilà.
Alors j'ajoute que Gandhi a été assassiné en 1948. C'était la grande âme de l'indépendance et apôtre de la non-violence, idée qu'il a puisée chez Tolstoï, d'ailleurs, de la non-violence. Voilà Gandhi, son crâne dégagé. Le voilà, le Mahatma. Quant à Pandit Nehru, c'est le fondateur de l'État hindou, laïque et moderne. Laïque, pour éviter toute loi religieuse qui favoriserait une religion et pas une autre. Premier ministre jusqu'à sa mort en 1964. Nehru, apôtre de la non-violence. Paragraphe 2. Au-delà des généralités, un politologue hindou. Il s'appelle Sunil Khilnani. C'est l'un des politologues indiens les plus respectés. Il a écrit un classique chez Fayard, en France, en 2005 déjà. L'idée de l'Inde. C'est quelqu'un d'ouvert à l'international. Directeur de l'Institut King's College de Londres. Donc un politologue ouvert à la France, à l'Angleterre, etc. Voilà le personnage. Voilà quelques idées de ce personnage. L'Inde est en train de vivre le passage d'une société agraire à une société industrielle. Eh bien, bonne chance dans cette perspective-là. Ensuite, il y a des inégalités, riches et pauvres, entre États, entre hommes et femmes. Voilà, il y a un beau parterre d'inégalités là. Elles y sont toutes. Le capital abonde, il y a de l'argent, mais il n'est pas investi. Il s'évanouit hors des frontières. Ça, c'est mauvais, ça, pour le pays. L'Inde est un investisseur mondial, mais l'économie indienne est en déclin. Voilà un son de cloche qui n'est pas en faveur de l'Inde. On investit en dehors des frontières. Démocratie. La démocratie est un pari. Partout, c'est un pari. On a le sentiment que le système démocratique ne produit pas des résultats suffisants. Ça, c'est également une idée partagée par beaucoup de démocraties. Mais bon, quoi d'autre? Les Chinois réalisent que cette démocratie indienne désordonnée est en train d'atteindre un taux de croissance peu inférieur à la Chine. Bon, l'idée qu'on ne peut pas avoir simultanément la démocratie et la croissance est donc remise en cause. C'est-à-dire on peut avoir les deux. Les démocraties peuvent réussir. Parce qu'il fut un temps, notamment en Europe, en 1937, lors de l'inauguration de l'exposition universelle à Paris, dans les années 36-37, par là, où les dictatures national-socialistes et italiennes, Hitler et Mussolini, avaient dit que seules les dictatures pouvaient assurer un bon développement économique. Voilà. Eh bien, depuis, les 30 glorieuses françaises, par exemple, ont prouvé qu'une démocratie pouvait procurer de la richesse aussi. Il n'y a pas que les dictatures. Loin de là. Voilà. Fondement. La religion et la caste sont importantes, on le sait déjà. Ce qui tient l'Inde, ce n'est pas la culture, ni la religion, ni l'ethnie, ni la langue, c'est une croyance partagée. Alors par rapport à la citation en exergue tout à fait au début de Nehru, une illusion, un rêve, une croyance partagée. Il y a aussi une croyance partagée. Des principes politiques dont le droit reconnu à chacun de mener sa propre vie. Chacun mène sa propre vie. Mais il y a du monde.
Voilà. Donc avant tout, une croyance, et chacun fait comme il veut. Bibliographie. La mondialisation vue d'ailleurs l'Inde désorientée. Et il y a d'autres livres, bien sûr. Il y a pléthore de livres que vous découvrez là. Il y a de quoi se spécialiser, approfondir. Et nous en arrivons à la fin de cette vidéo, où après les généralités, nous allons parler de personnages de manière un peu plus approfondie que Gandhi et Nehru. On va voir un gourou de la paix, un yogi politique qui fait du marketing, un écrivain et un milliardaire. Ça fait un échantillon de personnages remarquables. Et ceci, je vous le rappelle, c'est dans le cadre de la culture générale et spécialement de la culture sociétale. Voilà. Et bien voici une introduction au monde de l'Inde qui mérite en partie d'être retenue suivant nos capacités de mémoriser tel ou tel principe. L'idée de Nehru est remarquable, en tout cas. Voilà. Eh bien, je vous dis au revoir à toutes et à tous, et à la suite de ces vidéos consacrées à l'Inde et un peu plus tard à la Papouasie. Voilà. Au revoir à tous et à toutes.